Bonjour. En tant que chef d'établissement, on est régulièrement confronté à des réformes, à des injonctions qui se succèdent, qui changent, et notre autonomie est mise en question. Notre capacité d'action face à ces réformes aussi. Dans un contexte où le système éducatif français est comparé à celui d'autres pays, avec PISA par exemple, il est important de comprendre cette autonomie, de voir jusqu'où on peut aller et comment la manier dans les différents établissements où nous nous situons. Aujourd'hui, nous recevons Éric Charbonnier. Bonjour Éric. Bonjour Cyril. Alors, tu es analyste à l'OCDE depuis 25 ans et membre du conseil d'évaluation de l'école. Tu travailles justement sur ces questions qui sont liées à l'évaluation, à l'éducation, pardon, qu'il s'agisse de données quantitatives comme PISA ou des études statistiques. C'est pour ça que j'ai adoré préparer avec toi parce que les études statistiques, j'adore ça. Sur l'éducation donc, et l'objectif, c'est de faire avancer les politiques publiques en France, notamment en partageant les bonnes pratiques internationales. Et ça, on en entend beaucoup parler et on prend pas toujours le temps, nous, chefs d'établissement, de se poser à ce niveau-là. On va commencer par notre première question en termes d'autonomie. L'autonomie des établissements, elle est demandée par les chefs d'établissement, mais elle n'est pas forcément partagée par tout le monde. Elle n'est pas forcément partagée avec notre ministère, avec certains syndicats enseignants qui ne sont pas férus d'autonomie, d'établissements différents. Comment toi, pour commencer, tu définis cette autonomie d'établissement? Oui, je crois que c'est important, de partir en termes de début, sur le fait qu'il y a des mots qui font peur en France. Quand on parle d'autonomie, des établissements, quand on parle d'évaluation, il y a tout de suite une peur, qui se crée dans la communauté éducative, une peur sur l'autonomie que ça puisse mettre, les établissements en compétition les uns avec les autres. Quand on parle d'évaluation, que ça va forcément sanctionner les enseignants. Je crois qu'il faut qu'on sorte, déjà de cette idée que dès qu'on parle d'autonomie, ça va être forcément au détriment du système éducatif. Nous, on travaille beaucoup sur cette question, dans les études PISA qui évaluent les élèves de 15 ans, où on pose des questions aux chefs d'établissement pour savoir, qui a la responsabilité de différentes actions, qui peuvent être la gestion des ressources humaines, donc des enseignants, de leur salaire, de leur contrat, la gestion du budget ou la gestion du programmes scolaires, des parties pédagogiques, du métier ou des procédures, toutes simples d'admission des élèves ou de climat de discipline, et à partir de ça, on arrive à classer les pays en fonction de leur degré d'autonomie et on peut regarder justement si l'autonomie, produit des résultats sur la performance des élèves. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on voit quand, l'autonomie est donnée aux établissements et à leurs acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les chefs d'établissement, les autres personnels. Les résultats des élèves s'en trouvent systématiquement améliorés. A contrario, quand l'autonomie est donnée aux autorités nationales dans des pays centralisés comme le nôtre, on voit qu'il y a un effet négatif sur la performance. Donc, c'est finalement statistiquement, scientifiquement, une incitation qui doit nous faire réfléchir sur l'autonomie qu'on doit donner à nos établissements et ne pas rester statique, à mon sens. Je te remercie parce qu'effectivement, nous demandons l'autonomie, mais cette autonomie, elle fait peur aussi et elle ne nous permet pas, forcément de nous appuyer, sur des textes et on doit oser les quitter, oser, prendre notre envol et c'est pas forcément évident. Mais quels enseignements tirer, des différents exemples internationaux? Tu en parlais, il y en a quelques-uns qu'on cite, comme le Royaume-Uni, comme le Portugal, et est-ce que à travers ces exemples, on peut améliorer la performance des élèves? Via une meilleure politique, à l'intérieur des établissements et aussi entre établissements. Oui, clairement, on ne peut pas réussir si on ne crée pas une culture de l'établissement et nous, c'est vraiment un des résultats de la dernière étude PISA, c'est, qu'il y a des pays avec des systèmes éducatifs différents, des géographies différentes. Tu as cité le Portugal, le Royaume-Uni, mais on pourrait citer, le Canada, l'Australie, le Japon, la Corée, et le point commun, de ces pays-là, c'est qu'il y a vraiment une culture de l'autonomie des établissements. On forme, les chefs d'établissement, on forme les enseignants, on crée une culture de coopération au service de la progression des élèves et ça, c'est,
vraiment essentiels, à la réussite et on voit, à contrario, si on prend les données de la France, on voit qu'on a encore une culture très individualiste dans nos collèges. L'enseignant a la liberté pédagogique, mais finalement, il est seul, face à ces problèmes et ça l'autonomie, ça peut apporter ça aussi. Créer de la coopération, permettre aux enseignants d'échanger régulièrement entre eux, d'aller observer ce qui peut se passer, dans la classe, d'un de leurs collègues, par exemple, de décider des formations continues collectivement, comme c'est le cas en Finlande. Je pense qu'on doit vraiment pas en avoir peur et comme tu l'as dit, il y a une demande forte pour l'autonomie et il y a d'un autre côté, un frein très fort qui peut être, mis en avant par les syndicats et une peur d'aller vers cette autonomie qui est pourtant indispensable. Là, tu parles d'autonomie pédagogique, des enseignants, mais par rapport à un chef d'établissement, dans les comparatifs dont tu parles, dans les différents exemples, on va jusqu'à l'autonomie, de moyens, jusqu'à l'autonomie RH, chose qu'on ne connaît pas, en France. Nos dotations horaires sont à 95 fléchées et on a finalement 5 à mettre de ci, de là et ça va aussi loin que ça? Ah oui, ça va aussi bien que ça. Dans 2 tiers des pays de l'OCDE, vous avez le chef d'établissement qui est responsable, du recrutement d'une partie des enseignants. Est-ce qu'on imagine ça en France, avoir un chef d'établissement au collège et lycée qui peut choisir, ses enseignants, les choisir aussi pour leur complémentarité, leur faire passer des entretiens, parfois avec d'autres personnels de l'établissement? C'est monnaie courante, dans beaucoup de pays et ça permet de la flexibilité et ça permet aussi, de souder les équipes pédagogiques. Finalement, aujourd'hui, les équipes pédagogiques, c'est les rencontres du hasard. C'est, l'État qui affecte, sur un nombre de points, des personnels qui ont reçu la même formation, mais qui ont des personnalités différentes, des forces différentes et ça nous explique aussi pourquoi, quand on regarde les résultats, des évaluations au niveau national des collèges, des lycées, on voit des grandes différences entre des lycées qui scolarisent des publics équivalents. On peut avoir 2 lycées voisins qui vont scolariser des publics défavorisés. Il y en a un qui va réussir et l'autre qui va pas réussir. Et finalement, la réussite, c'est un peu, la réussite du hasard qui a mis, un chef d'établissement qui dépasse ses fonctions, qui s'intéresse à la partie pédagogique, des enseignants qui s'entendent bien et qui ont envie de faire, des travaux, interdisciplinaires. Voilà, il faut plus que ça soit du hasard, il faut que ça soit généralisé et c'est pour ça que, quand on regarde ailleurs, on peut se dire qu'on est très en retard en France, sur l'autonomie des établissements, sur le rôle du chef d'établissement, dans la gestion, RH, des personnels. Donc, il faut y aller là, il faut plus, s'arrêter, parce que finalement, on a beaucoup de mal-être, beaucoup de gens qui sont pas heureux dans cette situation et ça serait dommage, de ne pas en parler. Dans un univers où il y a autant de profs qu'on veut, c'est vrai que c'est plus facile à imaginer. Mais par rapport à l'enseignement, l'autonomie de l'enseignement, est-ce que dans les pays qui réussissent mieux que nous, autonomie, ça veut dire, pouvoir faire, plus d'heures de certaines matières sans être totalement contraint, par un programme, par des grilles horaires qui sont fixes? Dans un établissement même, il est quelquefois compliqué de suivre un professeur avec 1 heure d'AP en plus parce que l'autre n'en veut pas et c'est inéquitable entre les 2 classes. Alors on peut imaginer, qu'on puisse aller loin et ça se mesure aussi? Oui, ça se mesure, il y a si vous allez en Allemagne, il y a une forme, de temps de présence des enseignants à l'intérieur de l'établissement qui permet d'avoir des remplacements plus facilités. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal avec ce côté très centralisé, de notre système éducatif. À chaque fois qu'on a une difficulté dans un établissement, ce qui peut être, des enseignants malades, absents, on a du mal à agir rapidement pour trouver une solution. Et c'est vrai que dans certains pays, vous avez de la bivalence, donc vous avez des enseignants qui peuvent travailler dans plusieurs matières, donc ça facilite aussi, le remplacement. Dans d'autres, ce temps de présence allongé dans les établissements, mais ça veut dire aussi qu'il faut, des conditions de travail qui soient, de qualité pour les enseignants. Il faut penser à l'environnement, architectural, des établissements, mais voilà, quand les enseignants sont plus longtemps présents dans les établissements, ça facilite aussi le remplacement. C'est tout un ensemble de questions qu'il faut se poser. Après, ce problème aujourd'hui de recrutement, d'attractivité du métier d'enseignant,
C'est pas juste une problématique, française et c'est pas une problématique qui est juste liée à l'autonomie. Vous avez des pays, comme le Royaume-Uni avec beaucoup d'autonomie et pourtant il y a une pénurie forte, d'enseignants aujourd'hui. C'est quasiment le cas dans tous les pays, de l'OCDE, à part la Finlande, et l'Irlande. Et quand on regarde en Irlande la raison, qui conduit à ces moindres problèmes d'attractivité, c'est justement cette culture de l'établissement. Il y a cette solidarité entre les enseignants avec leur chef d'établissement. Il y a des cadres pédagogiques et de la recherche en éducation qui est utilisée au service de la progression des élèves. Quand un établissement a une pratique pédagogique qui marche, il la documente et c'est, documenté dans un cadre, qui est mis sur internet et qui sert les autres enseignants. Bah, voilà, ça donne peut-être plus envie, en Irlande de devenir enseignant parce qu'on va se dire: «On va être un peu comme des chercheurs dans notre métier», qu'en France ou dans d'autres pays où justement les possibilités d'évolution, les possibilités d'innover sont limitées, en fait. Alors, on en avait parlé en préparant, heu et je l'ai abordé tout à l'heure dans un bout de question, l'interaction entre établissements. Ce travail entre établissements en bassin, on sait qu'il est un peu virtuel chez nous, et c'est pas évident parce on n'a pas l'autonomie nécessaire pour forcément, faire ce qu'on veut et se calquer sur, d'autres et dans d'autres pays, il y a une culture du travail ensemble entre établissements? Oui, ben justement, c'est cette culture, je te parlais de l'Irlande, alors on pourrait citer, les pays anglo-saxons, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Il y a cette idée de travailler ensemble et d'échanger sur ce qui fonctionne dans l'établissement. Imaginons qu'on met en place, une nouvelle pédagogie, au service de plus d'individualisation avec les élèves, d'utilisation des outils numériques, ça marche pas au début, ben, on essaye d'en discuter, déjà avec ses collègues et puis, si un autre établissement voisin a fait la même méthode, on en discute pour essayer de voir, comment on peut améliorer le processus et c'est ça la clé. Nous, on a non seulement peu de possibilités de discussion à l'intérieur des établissements, mais alors là, entre les établissements, c'est vraiment très peu développé et c'est tout le travail aussi. Je suis comme tu l'as dit en introduction, je suis membre du conseil d'évaluation de l'école. On essaye de créer cette culture de l'évaluation et dans le cadre d'évaluation qui est, obligatoire, tous les établissements, collèges et lycées sont évalués une fois tous les 5 ans. Dans ce cadre d'évaluation, on regarde, le partenariat avec les autres établissements. On essaye de créer, justement ces possibilités d'échanger entre les chefs d'établissement pour comprendre ce qui fonctionne bien aussi dans les établissements. C'est pas toujours contre les établissements, c'est pour offrir des opportunités d'échanger et aussi de partager sur les bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre dans son établissement. Et je crois qu'on aurait vraiment tout à gagner à faire ça, parce que si on regarde même aujourd'hui, sur les réformes, les grandes réformes éducatives qui ont pu être faites, récemment, si on va, dans les écoles élémentaires, les dédoublements de classes, on n'a pas vraiment tiré bénéfice de la granularité des données. On évalue tous les élèves en CP, CE1, mais finalement, on n'a pas été voir les écoles où ça fonctionnait bien mieux que ce qu'on pouvait attendre pour essayer de voir comment ils ont travaillé, avec des demi-classes. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire qui fait que leurs résultats sont meilleurs que les autres? On a du mal à aller dans cette dimension en France, où on parle toujours d'éducation de façon globale. On veut appliquer toujours, le même remède, à chaque, établissement, alors que finalement, il faut prendre en compte l'hétérogénéité de notre, système éducatif et de nos établissements. Tu parles d'évaluation, micro, mais effectivement, est-ce qu'on évalue de façon macro, les politiques éducatives en France? C'est quelque chose qui revient, fréquemment, qu'on peut regretter. On passe d'une réforme à l'autre et vous qui êtes, dans ces chiffres, dans ces évaluations, vous avez quand même des retours de ce genre de choses? Mais nous, on a non seulement pas de retour forcément, mais surtout on est assez critique sur la mise en œuvre des réformes en France. Heu, on a l'impression qu'il y a parfois un manque de cohérence, dans l'annonce des réformes éducatives, des changements de cap. Récemment, on parle, de la réduction des vacances d'été, mais il faut savoir que c'est un sujet, qui est discuté depuis 20 ans en France et ça revient
peut-être même avant et ça revient sur le débat régulièrement, et finalement on n'évalue rien et on met pas en œuvre et comment les acteurs de terrain, tu es chef d'établissement, les enseignants peuvent s'approprier les réformes, si on change sans arrêt de cap et je crois que c'est ça aujourd'hui, dans la façon dont on réforme, le système éducatif. Il faut avoir une approche, recherche, utiliser la recherche en éducation, expérimenter ce qu'on veut mettre en œuvre, voir si ça produit des résultats, le généraliser, ensuite et puis ne pas revenir en arrière si on change de ministre. Il faudrait avoir une obligation de garder un cap au moins une dizaine d'années, pour éviter qu'on détricote en permanence ce qu'on a pu faire avant et que finalement on puisse jamais juger, le bénéfice, de ces réformes. Avant de passer sur un point suivant, quelque chose qui me vient, qu'on a abordé rapidement tout à l'heure, les moyens, sans faire une fixette sur les moyens, mais l'autonomie passe forcément par ça. Est-ce que les pays qui réussissent mieux que nous, ont la possibilité sur projet, c'est un vieux fantasme chez nous, ça s'est fait de façon, microscopique de ci de là, donc sur projet, obtenir des moyens supplémentaires au titre de cette autonomie pour faire réussir? Est-ce qu'il y en a qui y arrivent? Mais en fait, l'autonomie, ça offre, aux pays la possibilité d'utiliser leur budget comme ils le souhaitent. Heu, de décider du contenu de la formation continue, de se dire, par exemple, collectivement, notre école, aujourd'hui n'utilise pas assez les outils numériques, il faudrait vraiment qu'on équipe les écoles et puis qu'on se forme, parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable, de basculer vers l'intelligence artificielle, vers le numérique. Il y a le budget de l'école qui va pouvoir être utilisé pour, choisir le formateur, pour investir dans l'équipement. Voilà, il y a des choix, budgétaires qui sont faits par les établissements et quand on regarde, notre dépense d'éducation, on dépense beaucoup, hein, en France, dans l'éducation, hein. Alors certes, nos enseignants sont mal rémunérés et ceux qui sont en milieu de carrière, c'est assez catastrophique aujourd'hui et il faut faire mieux. Mais si on regarde la dépense globale d'éducation, notamment au lycée, on dépense, 30 de plus que la moyenne, des pays de l'OCDE, donc c'est beaucoup d'argent. Si on regarde dans les écoles élémentaires, on dépense 10 de moins, donc peut-être qu'on a un investissement déséquilibré entre les niveaux d'éducation, mais il y a de l'argent, dans le système éducatif, donc il faut, l'utiliser plus efficacement et je crois que les acteurs de terrain, c'est eux qui sont les mieux placés pour savoir comment ils pourraient utiliser leur argent. Voilà et puis, après dans certains pays, les politiques, d'éducation, sont couplées avec des politiques, au niveau de la municipalité, sur l'urbanisme. C'est un peu la réussite du Portugal. Il y a une volonté de lutter contre l'échec scolaire. On a pris des mesures dans l'éducation, on a pris des mesures, dans l'urbanisme pour, fermer certaines écoles et permettre, à des enfants d'aller dans des écoles un peu plus favorisées. On a créé des partenariats avec les acteurs sociaux pour qu'ils, contribuent à la vie de l'école. Voilà, ça dépasse aussi le budget parfois, la simple réflexion, sur l'école et l'éducation et la dépense d'éducation. Il faut aussi élargir, les gens concernés par, une politique éducative. Bon, je ne vais pas rebondir sur, le bâti et l'urbanisme, hein, parce que c'est effectivement un grand impensé de tout ça. Et nous, chefs d'établissement, il y a un effet chef d'établissement, il y a un effet professeur dans la classe, mais un effet chef d'établissement, est-ce que ça, c'est mesurable par rapport à la réussite des élèves? Vous avez quelque chose pour quantifier ça? Tu vas être content parce que je vais te dire: «Oui, il y a un effet chef d'établissement». Donc c'est bon, c'est déjà rassurant. Sérieusement, il y a beaucoup d'études, qui ont été faites, notamment si on prend aux États-Unis ou dans les établissements les plus difficiles, on affectait les meilleurs chefs d'établissement et qui prenaient des mesures à la fois, sur la sécurité à l'intérieur de l'établissement, sur, les formations des enseignants, sur, trouver du temps, pour créer du lien entre les familles et l'école. Ils prenaient tout un ensemble de mesures, qui conduisaient à l'amélioration, des résultats des élèves tels que mesurés, par les études nationales, aux États-Unis et ce qu'on voyait, c'est quand ces chefs d'établissement changeaient d'école, s'ils n'étaient pas remplacés par quelqu'un avec les mêmes,
compétences, bah, automatiquement, on revenait en arrière. Donc, c'est un élément parmi d'autres qui montre que le chef d'établissement a un rôle, ultra important pour faire vivre, son école, hein, et aujourd'hui, c'est un métier très, très dur. Dans beaucoup de pays, il y a les chefs d'établissement qui se plaignent d'avoir une surcharge administrative. Je pense que ça doit te parler quand je parle de, surcharge administrative, de recevoir sans arrêt, des changements dans, les différentes lois et règles à l'intérieur de l'établissement. Voilà, il faut trouver du temps, aux chefs d'établissement pour qu'ils puissent aussi être proches de leurs équipes pédagogiques, à ce service, au service, vraiment des élèves, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. C'est pour ça que quand, on parle d'autonomie, on ne peut pas aller vers plus d'autonomie en France si on ne réfléchit pas en même temps, à la formation des chefs d'établissement, à la formation des enseignants, au développement de la culture, de coopération à l'intérieur des établissements. Parce que sinon, on va aller dans une direction sans avoir, aidé les acteurs, à être, performants dans ce nouveau cap. Mais c'est vrai qu'être soumis toujours à une modification des modes de calcul, d'allocation des moyens qui met tout par terre d'une année sur l'autre, ça aide pas vraiment. Et quand ça fonctionne, on a réellement un turnover des équipes, qui diminue et qui permet de laisser la machine, lancer? Bah, je crois même qu'en France, tu vois que, dans les établissements, qui fonctionnent très bien, qui ont des résultats au bac au-dessus de ce qu'on pourrait, escompter, par rapport au milieu socio-économique des élèves dans les écoles, il y a moins de turnover, dans ces établissements. On voit aussi que quand on fait des, incitations qui peuvent être financières, quand on donne les moyens aux écoles défavorisées pour, avoir davantage d'enseignants qui sont mieux rémunérés. Là aussi, il y a moins de turnover. C'est évident que quand on est heureux dans son établissement, on n'a plus envie, d'en changer. C'est tout l'enjeu de créer vraiment du bien-être, pour, les personnels, de valoriser aussi, ce qu'ils font, et je pense qu'on ne valorise pas assez, les bonnes pratiques, à l'intérieur, des établissements, les projets innovants. Je pense que si on regardait dans les différents projets qui ont été acceptés par le CNR, depuis un an, on pourrait valoriser quand même ces projets et dire: «Bah, regardez, tel établissement, a décidé de travailler, sur la thématique du théâtre avec les élèves, avec un côté interdisciplinaire, qui mélange, mathématiques, histoire, compréhension de l'écrit», qu'on les valorise ces bonnes pratiques. Ça sera aussi le meilleur moyen pour éviter le turnover, créer de la collectivité, permettre aux gens d'échanger régulièrement. Ça veut dire aussi quand on est face à une difficulté, ben, on peut en parler à ses collègues, à son chef d'établissement, et on essaye de trouver une solution ensemble, et puis valoriser tout ce qui fonctionne bien. En France, on ne valorise plus rien aujourd'hui. C'est mon organisation, presque l'OCDE, qui est la plus positive, sur le système français, à part, sur les résultats de PISA, mais on a aussi des forces dans notre système éducation, et il faut les faire ressortir, hein. Sinon, on va décourager les jeunes de s'engager, vers ce beau métier, d'enseignant Et ou de tu chef d'établissement. as abordé le mot bien-être, et je voudrais revenir dessus. Moi, je suis issu d'un bassin, là où j'étais avant, plus favorisé, et on essayait de travailler sur le climat scolaire, parce que c'était une demande institutionnelle. Ça marchait absolument pas. On n'arrivait pas à faire travailler les gens, et quand on l'a transformé en bien-être scolaire, tout d'un coup, les gens se sont mis à travailler, pour en quoi c'est essentiel, que ce bien-être justement des élèves, bien évidemment, mais des personnels, comment pourquoi il est essentiel de le mettre au cœur des politiques éducatives? Et comment est-ce que ça peut contribuer à une culture d'établissement positive? Mmh. Bah, quel que soit le métier, s'il y a pas un environnement où les gens puissent, s'épanouir, être heureux, être contents de retrouver leurs collègues, avoir des opportunités de développer leur carrière, ce qui peut être en suivant des formations, continues, on tombe facilement dans l'ennui, si c'est pas le cas, et le bien-être est ultra important. Le bien-être, des acteurs, mais aussi le bien-être des élèves, et c'est vrai que on a tellement un débat en France ancré sur les fondamentaux et la maîtrise des fondamentaux, on en oublie que c'est, vraiment une dimension,
ultra importante, le bien-être, des élèves. C'est ce qui les aidera aussi à s'épanouir, à devenir des citoyens, plus éclairés que nous. Bon, ça sera pas dur, plus éclairés que nous, dans le monde, du 21e siècle et je crois que même, quand on a fait ces évaluations des collèges et lycées, moi j'ai pu me rendre, dans quelques lycées, et on a l'avantage d'avoir, des évaluations où tout le monde est partie prenante. On interroge les parents, les élèves, les enseignants, les autres personnels, le chef d'établissement pour essayer de voir, ce qui fonctionne ou pas dans les établissements et souvent, la notion de bien-être ressortait, de la voix des élèves. Beaucoup d'élèves au lycée nous ont dit, «Aujourd'hui, Parcoursup est en train de nous créer, beaucoup de stress. On a l'impression que quand on a une mauvaise note, en seconde ou en première, c'est toute notre carrière qui est fichue». Donc je pense que voilà, si on ne crée pas des climats de bien-être, on va avoir des élèves stressés qui auront peut-être des bons résultats, mais tout le stress qu'ils vont accumuler tout au long de leur scolarité, bah, ça nuira, à la suite de leurs études ou peut-être même, au plaisir qu'ils pourront prendre dans le monde du travail et pour les acteurs, beh, le bien-être, c'est la clé aussi pour éviter le turnover et puis c'est la clé pour, créer une dynamique, positive, à l'intérieur de l'établissement. Il faut que nos enseignants soient fiers, de ce qu'ils font, qu'ils aient la culture de l'établissement, qu'ils puissent aussi, être contents si on leur offre des opportunités, de montrer, ce qu'ils ont pu faire avec leurs élèves et qui a produit des résultats. Je pense qu'il faut, aller dans cette direction si possible. Je fais le lien, avec ma question suivante. Tu parles de bien-être des personnels. On a parlé de l'empilement des réformes et notre façon de fonctionner, conduit au mal-être, des enseignants et des acteurs de l'éducation et ça rejaillit forcément sur les élèves et justement, l'autonomie, elle tangue au gré des réformes qui se sont empilées, les unes après les autres, contredites, sans donner un avis par rapport à la réforme du lycée, qu'on a connue, sous, le ministre Blanquer. Il y a eu après tout un tas de rattrapages, de choses qui ont modifié. Mais est-ce qu'on peut prendre de la distance, vis-à-vis de ces injonctions au titre de l'autonomie pour se protéger, pour faire réussir nos élèves? Ça on s'investit, on ne sait jamais si le lendemain ou un an après, tout va pas disparaître. Est-ce qu'on peut quand même se recentrer sur l'essentiel parfois? Mais je pense qu'il faut se reconcentrer sur l'essentiel et c'est aussi un travail de nos politiques. Au moment de la sortie du dernier PISA, on a invité quelques ministres de l'éducation de pays, où les performances étaient bonnes, où il y avait eu une très bonne résistance aussi pendant la période du covid et la ministre estonienne a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a expliqué: «Moi, mon rôle en tant que ministre, c'est de définir les grandes règles». Et ce qu'on a défini, en Estonie, il faut améliorer la maîtrise, des élèves, sur les compétences, fondamentales, sur les connaissances, numériques. Il faut faire en sorte que nos enseignants soient mieux formés sur le numérique et il faut avoir un système, plus équitable qu'il n'est. C'est-à-dire où quand on vient d'un milieu défavorisé, on ait davantage de chances. Une fois que j'ai dit ça, mon rôle s'arrête là. C'est aux établissements de s'emparer de ces objectifs et de définir, leur politique pour atteindre les buts et moi, mon rôle en tant que ministre, c'est regarder si, où on en est, c'est éventuellement apporter du soutien à certains établissements où il y a plus de difficultés que d'autres, mais, je ne vais pas rentrer dans le détail, sur le contenu d'un programme scolaire, sur des choses que nous, on discute en permanence. On a des ministres de l'éducation, on a même maintenant un président de la République qui s'intéresse au sujet de l'éducation et ça, c'est très bien, mais qui parfois, donnent leur avis sur des éléments où ça serait mieux d'écouter la voix, des acteurs de terrain et ça crée du découragement. Si on regarde le sujet des rythmes scolaires, on est passé de 4 jours à 4 jours et demi à 4 jours d'école, élémentaire et aujourd'hui, c'est les municipalités qui, décident. Où est la cohérence? Si on prend, le sujet, on pourrait prendre le sujet du redoublement. On a décidé qu'on ne redoublait plus et puis aujourd'hui, on réouvre la porte, mais du coup, on a fait diminuer très fortement le redoublement, en 20 ans, mais on n'a pas mis, d'alternatives pédagogiques à côté parce qu'on n'a pas dit aux enseignants:
«Ah beh, écoutez, ça va être dur, les élèves vont devoir redoubler donc à vous de vous organiser, Tu d'avoir les possibilités de faire du soutien». tu l'as évalué le redoublement là? Tu en parles, cette diminution du redoublement, en Ah oui, France? oui, on l'a même mis en avant, dans le dernier rapport PISA. En 2009, les élèves de 15 ans en France, c'était les champions du monde du redoublement. Tu avais 40 des élèves de 15 ans qui avaient redoublé au moins une fois. Dans la dernière étude PISA, donc 2022, on est passé à 10. Donc et nous, à l'OCDE, on a toujours dit, hein: «Le redoublement, c'est injuste, c'est stigmatisant, les modalités sont pas les mêmes d'une classe à l'autre», et en général, les pays qui réussissent bien, on redouble peu. Donc on pourrait se dire: «C'est la politique éducative idéale», mais si on creuse un peu, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre vraiment pour limiter le redoublement? On a juste fait quelque chose de mécanique, sans trouver vraiment de solution, d'alternative pour se dire: «Ben, on va mettre le paquet, dès le primaire, pour soutenir les élèves, à chaque difficulté pour éviter qu'ils redoublent». Donc ça, c'est un exemple aussi. On raisonne toujours en quantitatif en France, hein. On a l'impression que si on va rajouter 2 heures de maths ou de compréhension de l'écrit, on va améliorer, nos performances dans les études internationales, alors qu'on est déjà parmi, les pays où on passe plus de temps, à faire des maths ou de la compréhension de l'écrit. Donc c'est vraiment une question de qualité d'éducation, voilà, de pédagogie, et c'est ces aspects-là qu'il faut travailler. Et comme pour revenir à ta question au début, et ce va-et-vient politique, beh, ça nuit à la réforme éducative, hein. Cette coopération au niveau du collège, ça devait se mettre en place en 2015 avec, le travail interdisciplinaire. Ça commençait à se mettre en œuvre, ça a été dur, hein, les acteurs des écoles de changer leur façon de travailler. Ça commençait à se mettre en œuvre et en 2017, on est revenu en arrière. Donc on a perdu tout le bénéfice. Je crois que, vraiment la cohérence des réformes, avoir des grands objectifs, s'y tenir, valoriser là où que ça fonctionne bien, heu, on n'y est pas encore en France. Mais bon, je me décourage pas, hein. Ça fait que 25 ans que je suis, dans l'éducation. Il me reste encore, quelques belles années pour espérer un changement. Ah moi, il me reste moins de temps que toi, donc j'espère que ça va arriver vite. Tu as dit un gros mot quand même tout à l'heure, par rapport, quand tu parlais, je crois, de la ministre, estonienne, le mot programme. On est quand même dans quelque chose de très figé. Moi, je suis en lycée professionnel, je l'ai été plusieurs fois, j'ai alterné avec, collège et lycées généraux, où on a quand même des programmes très verrouillés. Au lycée professionnel, les programmes des enseignements professionnels sont beaucoup plus sur les compétences. Heureusement, j'ai des cuisiniers ici, heureusement qu'ils n'apprennent pas, tout, Ginette Mathieu, par exemple, toutes les recettes. C'est pas possible. On travaille forcément en compétences, assez peu dans les programmes, généraux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est différent dans un établissement? Et cette autonomie aussi, c'en est une par rapport à des programmes très figés et qui seraient beaucoup plus ouverts avec des compétences, et quelque chose qui fait réussir les élèves. Alors c'est un vrai débat, les programmes scolaires et leur contenu, et c'est un vrai danger, aussi aujourd'hui parce qu'on a tous conscience que, il faut équiper les jeunes avec, les compétences, du 21e siècle. Non seulement il faut qu'ils maîtrisent, les fondamentaux, mais aussi les données, mais aussi qu'ils aient tout un ensemble de compétences qui les aident, à s'épanouir et puis à être bien préparés, au monde du travail. Et finalement, la solution qui a été, choisie dans beaucoup de pays, c'est d'alourdir les programmes. On rajoute et on rajoute et on rajoute et on rajoute. Et du coup, ça crée du stress pour tout le monde. Une pression cognitive pour les élèves, du stress pour les enseignants qui finalement deviennent prisonniers du programme scolaire avec pour objectif d'aller au bout du programme scolaire au lieu d'avoir pour objectif de permettre, à tous les élèves, d'avoir acquis l'essentiel. Donc c'est vraiment, aujourd'hui un vrai débat et il y a des pays, qui réfléchissent vraiment au contenu, du programme scolaire, au collège, au lycée ou avant, qui essayent au Canada, par exemple, on essaye de les simplifier et de les concentrer juste sur les connaissances, de base. Heu En Finlande, on travaille sur, avec comme en Slovénie, sur l'interdisciplinaire et on essaye, de créer les programmes autour de compétences et on y greffe toutes les matières pour travailler des matières.
en Slovénie, il y a des grandes thématiques qui sont aujourd'hui dans les programmes et qui sont d'actualité, genre réchauffement, climatique, médias et communication et on y greffe aussi les matières. Voilà, c'est un sujet de débat. Je peux pas dire que la France est ultra atypique, mais elle fait partie des pays où on surcharge les programmes scolaires au lieu de les concentrer sur l'essentiel. Après, on a fait des progrès malgré tout, dans les premiers niveaux d'éducation. En 2015, on a créé des programmes, pour les écoles maternelles qui sont plutôt de bonne qualité. Quand on travaille sur les programmes et qu'on se laisse le temps et qu'on laisse les professionnels aussi faire, les prescriptions, on obtient des bons résultats parce qu'on a beaucoup de compétences en France, hein, sur toutes ces questions. Il faut juste, savoir l'utiliser et leur laisser le temps, de travailler. Et puis à côté des programmes, on a une évaluation, type bac napoléonien, qui nous oblige et je suppose que les établissements dans beaucoup d'autres pays ont beaucoup plus de liberté. Dans l'enseignement professionnel, on a les contrôles en cours de formation et on a le contrôle continu qui est arrivé au lycée général, qui n'a pas que des avantages parce que ça crée beaucoup de stress au quotidien pour les enseignants et les élèves. Et je suppose qu'on peut retrouver ça aussi dans la passation des différents examens, forcément. Oui, après on est très encore, sous l'influence de Napoléon, hein. Il n'y a pas toujours la même, connotation historique dans les systèmes éducatifs. C'est ce qui crée aussi la passion, autour de tous les sujets d'éducation. C'est ce qu'explique encore, la période napoléonienne explique encore beaucoup de notre système éducatif, hein. L'agrégation a été créée sous, Napoléon. C'était pour que les enseignants travaillent au lycée, mais à cette époque, il y avait que 1 ou 2 des élèves qui allaient au lycée. Donc c'était vraiment des enseignants d'élite pour l'élite, des élèves. Donc c'est pareil, on n'a pas fait forcément évoluer les dispositifs, mais on est vraiment, très attaché à toute, notre histoire et on l'a bien vu aussi avec le baccalauréat. On essaye de le faire évoluer, mais on sent que, il y a tout un courant qui voudrait revenir à l'ancien, baccalauréat alors qu'aujourd'hui, le diplôme, de l'enseignement secondaire, c'est plus un diplôme de passage, vers, l'enseignement supérieur où là, les diplômes les plus importants, vont être alloués. Même si avoir un baccalauréat, c'est toujours important en France, ou un équivalent, même un CAP, parce que ça permet de s'insérer, sur le marché du travail beaucoup mieux que si on sort sans qualification. Mais Napoléon nous a influencés et continue à nous influencer et c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup plus d'élitisme, que d'équité en France. Je pense qu'on est très attaché, à nos grandes écoles, très attaché à tout ce qui est élitiste et on a peur de les perdre et quelque part, tous les sujets, d'équité, de lutte contre les inégalités sociales, heu, même si on en parle, on n'agit pas forcément, autant que sur tout ce qui touche, aux réformes pour ne pas perdre notre élitisme, républicain. Enfin, c'est mon avis un peu personnel, sur ces questions. On retrouve un peu la méritocratie aussi, hein. Ils ne méritent pas de. C'est, quand on évalue, quand on regarde un passage en classe supérieure, quand on met un avis pour le baccalauréat, ils ne méritent pas. C'est, toujours assez amusant. Mais nous, chefs d'établissement, au bout du compte, malgré toutes nos contraintes en France, de napoléoniennes pour certaines, mais de programmes, d'examens, de réformes qui s'empilent, de non-gestion de la RH. Comment nous, finalement, on peut arriver à mettre un peu d'autonomie et à utiliser de bonnes pratiques pour que ça progresse dans notre établissement? Vraiment en termes micro, dans l'établissement, le collège, le lycée où nous sommes. Beh, je pense que, ce qu'a fait le conseil d'évaluation de l'école, en offrant cette, possibilité à tous les établissements, collèges et lycées, d'être évalués sur une période de 5 ans et on arrive au bout des 5 ans, ça permet au chef d'établissement, d'avoir le pouls de ce qui se passe, dans son établissement, le cadre d'évaluation prend en compte la notion de bien-être, prend en compte le partenariat avec les autres écoles, prend en compte la progression des élèves, il y a l'avis des parents, des élèves, des autres personnels, ça lui donne une feuille de route. Alors, dans certains collèges et lycées, ça a même permis de créer pour la première fois des projets d'établissement, ce qui est, quelque chose,
d'important et nous, ce qu'on dit au conseil d'évaluation de l'école, donc là, c'est plus l'analyse de l'OCDE qui te parle, que tout l'enjeu pour le chef d'établissement, c'est de pas attendre les 5 ans pour réouvrir la boîte avec, ce rapport d'évaluation qui est sur la base d'auto-évaluation et d'évaluation externe. Ça lui donne, une feuille de route avec des possibilités, d'amélioration dans plein de dimensions et sur lesquelles, justement, il va pouvoir, créer cette autonomie et cette dynamique, positive. Ce qu'on a pu voir, c'est, par exemple, il y a beaucoup d'établissements, collèges et lycées qui ont été évalués. Ceux qui ont été évalués les premiers, donc comme c'est sur 5 ans, ça fait 2 000 par an, ont davantage participé, au CNR. Ils ont essayé de créer des projets et ils ont reçu le soutien et le financement sur ces projets-là. Je pense que voilà, c'est un point de départ pour aller plus loin dans l'autonomie, mais à mon sens, ça peut donner une feuille de route. Je ne sais pas si ton établissement a déjà été évalué ou, si ça a créé du débat ou. Je suis en évaluation, cette année. On échangeait avec certains collègues. C'est un long parcours, un peu trop solitaire à notre goût. Sur un lycée comme le nôtre, on a du mal à réunir tout le monde, autant qu'on veut. En revanche, on va compter sur les conclusions, pour nous faire avancer et même je vais même aller plus loin. Quand on a eu les réunions d'organisation, on nous a dit, 5 fois: «On ne vient pas évaluer le chef d'établissement, mais le lycée». Et moi, je leur ai dit: «Mais évaluez-moi! Mais dites-moi si ça va pas». C'est le seul moment. C'est pas notre évaluation, par notre hiérarchie départementale qui nous connaît assez peu dans l'établissement, qui est efficiente, mais surtout qu'on me le dise si je fais des erreurs et on verra ce que ça donne. Peut-être essayer d'en glisser une ou 2, voir ce que ça donne, ça pourrait être rigolo. Ouais, mais c'est ça, c'est une nouvelle démarche et ce qu'on a pu voir, quand on a été à la fin du processus dans différents collèges et lycées, c'est que ça a créé quand même, de la discussion avec tout le monde et des actions concrètes et comme tu dis, le début a toujours été compliqué. Parce que, c'est une nouvelle démarche, réunir tout le monde, il faut expliquer l'intérêt, il faut y voir l'intérêt, mais souvent à la fin du processus, bah, les personnels, qui ne sont pas enseignants étaient contents d'avoir échangé avec les enseignants, les élèves d'avoir exprimé leur voix, c'est et ça a eu des effets sur, l'organisation aussi même, du bâtiment scolaire, du bâti scolaire, ça a permis parfois de développer, du soutien scolaire ou ça a permis de, définir des priorités sur de la formation continue, voilà. Mais c'est vrai que, le début, l'entrée dans cette évaluation, elle prend du temps et il faut se dire que normalement, une fois qu'on est, finalement, que la démarche est bien acceptée par tout le monde, on n'aura pas les mêmes difficultés la deuxième fois et Tout à fait, mais ça m'a fait réfléchir à une chose par rapport à ce que tu disais, c'est que pour arriver à faire ça, il faut se réunir et mon Dieu, alors que les professeurs sont censés ne rien faire, n'être jamais là, ne jamais travailler. Si on écoute ce qui peut se dire à l'extérieur, que c'est compliqué de réunir tout le monde, voire quelques personnes et ça devient un peu utopique quelquefois. On attend de voir ce que ça donne et j'espère bien, subir quelques critiques, c'est comme ça qu'on progresse aussi. Ça sera puis moi je vais évaluer dans un autre établissement, donc ça peut être, marrant de voir ce que ça oui, d'avoir des 2 côtés, le côté évaluateur, externe aussi. et c'est, avant de terminer et te laisser la parole, Éric, mais, heu, c'est tous ces chiffres qui existent à l'OCDE, ils sont accessibles assez facilement, pour nous, parce que, bah, depuis que je sais, je suis allé taper OCDE, alors c'est un sigle que je connaissais, je sais ce qu'ils font à l'OCDE, mais sans chercher moi-même, j'avais jamais croisé d'études vraiment poussées, au détour d'un journal, d'un renvoi. C'est accessible pour nous suffisamment simplement pour qu'on puisse ça puisse nous donner des idées? Alors on produit tellement de chiffres que parfois c'est pas toujours facile de trouver, ce qu'on veut, sur notre site internet qui est en pleine restructuration en plus, mais après tout est gratuit. Toutes les publications, tous les chiffres, elles sont téléchargeables, gratuitement,
sur nos sites internet. Alors il faut se dire que, heu, on a parlé de beaucoup de sujets qu'on peut retrouver dans trois quatre publications. Il y a les études PISA et il y a un site internet, PISA. Si vous tapez PISA, site internet, vous serez directement, dirigé dessus, et ça permet de voir toutes les données qui peuvent exister. Il y a la publication Regard sur l'éducation qui sort au mois de septembre, tous les ans et qui est, vraiment le recueil statistique, qui parle des enseignants, du financement, des diplômés, de, la réussite éducative. Et puis il y a l'étude Thalys qui est un peu moins connue, mais qui est peut-être la plus intéressante encore, aujourd'hui pour la France, qui parle, des chefs d'établissement et des enseignants, qui sort tous les 5 ans. Et là aussi, il y a un site internet qui s'appelle Thalys et la prochaine étude va sortir en octobre 2025. Et je crois que ça apportera, justement des questions, des réponses aux questions du bien-être enseignant, des difficultés scolaires, voilà, hein, il faut le dire aujourd'hui, nos enseignants sont mal équipés, quand ils arrivent, en emploi dans l'éducation nationale. Ils ne sont pas toujours affectés, dans des établissements faciles et en plus, ils ont certaines lacunes, de formation sur, la gestion de classe, la gestion de discipline, le travail en milieu culturel, l'aspect pédagogique du métier. Donc, là aussi, il y a besoin de les aider et on voit, dans toutes les graphiques de ces publications Thalys, ces points faibles de notre système éducatif. Il faut absolument qu'on reçoive, ces liens-là parce que c'est vrai qu'on doit pouvoir on a tellement d'enseignants et tu le disais qui ont ce syndrome de l'ancien bon élève. C'est qu'ils ont bossé, ils ont réussi en bossant et ils se retrouvent face à des élèves qui, eux, ne travaillent pas, ils n'ont pas ces codes-là et sont complètement démunis parfois, face à un fonctionnement que, bah, eux n'ont jamais, n'ont jamais appréhendé. Ah oui, oui, sur la question de la gestion de classe, il y a une statistique, moi, qui m'a marqué, il y a seulement 22 des jeunes enseignants, qui se sentent bien préparés à la gestion de classe quand ils arrivent dans le métier. Ça veut dire 80 qui ont des difficultés, marquées sur ce qui touche à gérer une classe, à faire face, donc on ça nous interroge sur notre formation initiale. Ça nous interroge aussi sur le tutorat qu'ils peuvent recevoir, quand ils débutent, leur carrière et puis aussi sur, leur affectation, qui est peut-être, pas très efficient en les mettant dans des établissements difficiles dès le début pour avoir une entrée progressive dans le métier. Donc je pense que toutes ces études-là, internationales, elles aident à avancer parce que justement, on voit, les points forts et les points faibles. Ouais, effectivement. Avant de conclure, est-ce qu'il y aurait, Eric, un point qu'on aurait oublié ou qui nous serait, qui te serait venu, au cours de notre, conversation? Justement, on a parlé d'autonomie, on a parlé du rôle du chef d'établissement, on a parlé, du bien-être, à de la coopération entre les établissements, dans l'établissement et on en a parlé pour l'auto-évaluation, pour arriver à progresser, pour arriver à encaisser toutes ces réformes. Est-ce qu'il y a encore un point qu'il faudrait qu'on aborde? Je pense qu'on a abordé l'ensemble des points, ils sont fondamentaux tous ces points parce que nous, ce qu'on a pu voir à l'OCDE, c'est ce qu'on dit régulièrement, c'est que la qualité, d'un système éducatif, n'excède jamais la qualité de ses enseignants et de son chef d'établissement. Voilà, c'est le levier premier de la réussite, c'est, les acteurs en éducation, qui ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle, hein, rassurons-nous. On aura, besoin d'enseignants, hein, encore aujourd'hui, mais voilà, on a dans l'étude PISA, des statistiques qui montrent que quand l'enseignant, il prend du plaisir à enseigner, quand il inspire les élèves, quand il montre qu'il connaît sa matière, ça produit, des meilleurs résultats sur les élèves à niveau socio-économique équivalent. Donc l'autonomie, la formation des enseignants, des chefs d'établissement, la culture de coopération, c'est la clé. C'est vraiment, un levier sur lequel, il faut continuer d'investir et malheureusement en France, ça me permet de le redire si je ne l'ai pas dit, on a du mal à aborder, cette question dans la globalité.
C'est-à-dire qu'on va parler, du salaire des enseignants. Les enseignants sont mal, rémunérés, mais on va pas aborder l'ensemble des dimensions du métier d'enseignant et on peut dire la même chose du chef d'établissement et c'est ça aujourd'hui qu'il faut faire. Il faudrait refaire le Grenelle de l'éducation, qui a eu lieu il y a déjà, ça doit faire 6 7 ans, où malheureusement rien n'a été appliqué et les enseignants n'ont pas été partie prenante dans les discussions. Mais il faut avoir vraiment cette réforme globale du métier d'enseignant et le deuxième point que je voudrais dire, c'est qu'on a une recherche en éducation en France qui est très puissante. La qualité des données, tu parlais des données internationales, mais les données nationales, la France fait partie des 5 6 pays avec les meilleures données. Donc il faut qu'on les utilise, ces données, pour aller dans la granularité, pour, mettre en avant les bonnes pratiques, pour donner la possibilité aux chercheurs de présenter leurs travaux. Il y a énormément de travaux intéressants sur l'égalité des chances, sur la mixité sociale, sur enseigner dans la grande pauvreté, voilà, mais on a l'impression que, ces travaux sont pas suffisamment accessibles. Donc quand tu parles d'accessibilité des données internationales, je pense aussi qu'on aura un travail à faire, pour qu'il y ait un meilleur usage, des études nationales et des recherches qui sont faites, avec des données qui sont absolument super. Tout à fait, bah, on se reverra plus tard parce que ça m'intéresserait de voir comment vous travaillez justement sur l'intelligence artificielle. Tu l'as juste, nommé, mais ce bouleversement sur l'évaluation, sur, à quoi ça sert d'apprendre à parler anglais parce qu'on a déjà des traducteurs dans notre poche, ça m'intéressera. Mais en tout cas, Ah oui, oui, c'est un sujet, c'est clair. ouais, parce qu'on y travaille, tous plus ou moins, en le découvrant et les générations vont être bien meilleures que nous. En tout cas, ce que je Mais retiens. aussi c'est une possibilité pédagogique, hein. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, c'est l'assistant de l'enseignant. L'enseignant, quand on a de l'équipement informatique, on peut faire travailler, de façon personnalisée des élèves par 2 ou 3 sur des ordinateurs et pendant ce temps-là, on peut se concentrer avec 5 6 élèves, sur certaines notions, du cours qui ont été mal comprises. C'est une opportunité d'utiliser le temps de l'enseignant au service de la difficulté des élèves, tout en permettant aux autres de travailler à leur rythme. Donc il ne faut pas en avoir que peur de l'intelligence artificielle. Il y a aussi des utilisations efficaces, utiles, mais voilà, mais tout se développe tellement vite qu'il faut prendre de la hauteur sur le sujet. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, à l'OCDE. Donc si je garde une chose de notre entretien en tant que chef d'établissement, heu, oser au maximum de mes possibilités l'autonomie, laisser les professeurs le plus possible en autonomie dans leur classe, dans le cadre qui leur est donné, cadre trop resserré, on le sait bien, mais en tout cas et tu nous l'as dit, et redit, cette autonomie dans les comparatifs que vous étudiez, toi qui es donc analyste à l'OCDE et membre du conseil d'évaluation à l'école, toutes ces parts d'autonomie de droite et de gauche, peut nous faire progresser. Il ne peut que nous faire progresser. Oui, tout à fait et offre aussi des possibilités à tes équipes pédagogiques d'échanger sur ce qu'ils font. De partager justement quand il y a un enseignant qui s'en sort très bien avec quelque chose d'innovant, qui puisse en faire bénéficier ses autres collègues. C'est aussi ça le rôle, du chef d'établissement comme un chef d'orchestre, d'essayer que ce qui fonctionne bien soit applicable un peu partout dans son établissement. J'en rêve. Et puis, bah, Ouais. et entre nous, c'est encore plus compliqué pour un chef d'établissement, d'aller se nourrir à côté. Un côté égo quelquefois qui est pas évident. En tout cas, il me reste à te remercier, à me faire donc octobre 2025, je tape Thalys. Bon, j'essaierai de ne pas aller en train, mais de retrouver, ce que vous allez produire et qui peut me concerner, et arriver à suivre tout ça. En tout cas, mille merci Eric, pour cet échange et le temps préparatoire, qu'on a eu avant aussi. Merci Cyril, c'était très agréable. On a passé un bon moment finalement. Ah ouais, j'ai trouvé sympa, puis plus je m'éloignais de mes notes, Ah, plus c'était sympa, donc tout va bien. bah, voilà, pareil. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.